Je voudrais remercier les laboratoires Merck pour leur soutien durant toute la journée et surtout pour cette session. Donc on va commencer par la première session, la première controverse. Induction versus escalade thérapeutique, que choisir en 2018? Elle sera présentée par les professeurs Snaïd Deodi d'Algérie et le professeur Riyad Bouider de Tunisie. Avant de commencer la controverse, on va commencer par les votes. Que choisir? Que choisir en 2008? Induction. Ce qu'on a convenu, si tu permets. Vous savez tous, il y a justement une production d'un anticorps dans le LCR via la présence seconde oligoclonale et que ces lymphocytes B participent à la présentation, font partie des cellules présentatrices des antigènes déjà au niveau périphérique et accompagnent les lymphocytes. Ça a été confronté déjà par des papiers, notamment le papier de finition de 2008, tu connais bien Riyad. En fait, quand vous voyez ces patients qui ont un événement débilitant, le fait qu'ils aient une charge lésionnelle qui augmente durant les années à venir accélère le passage à la progression secondaire. Donc il y a une corrélation très importante entre le nombre de poussées, ces lésions qui prennent le gâteau et le risque de passer à cette chaise roulante. Donc ceci conforte bien évidemment cette hypothèse de lien intime entre l'inflammation et le passage à la progression secondaire. Et si je reviens à ta slide où il y a justement ce beau papier de Confabreux, bien au contraire, j'ai l'impression qu'il conforte ce que j'ai dit, puisqu'il scinde la population d'études en deux groupes. Le premier groupe, c'est le groupe qui a le DSS inférieur à 3, et le deuxième groupe, c'est le DSS qui est supérieur à 3. Et dans les deux groupes, il y a des différences notables sur le plan évolutif, puisque le premier groupe qui a le DSS moins de 3, quand on le traite, voilà les critères retenus pour, c'est très important, l'induction. Ça, c'est des critères retenus actuellement par les TRIMS 2017, retenus par les Canadiens, et je pense que c'est un truc très important à retenir. Ces indications d'induction concernent les patients jeunes, donc moins de 40 ans, qui ont une forme poussée résistante, donc inflammatoire, et qui ont surtout eu au moins 2 poussées ou plus durant l'année, avec des poussées qui laissent des séquelles ou un EDSS supérieur à 4 et qui s'aggravent dans le temps, notamment sur l'année, puisque Friedman et Rio s'accordent sur ça, c'est l'accumulation des poussées avec séquelles EDSS, mais surtout cette notion de prise de gadolinium qui commence à faire la différence avec l'arrivée. Donc, nous, on est partant du principe qu'il y a une activité inflammatoire très importante au stade de début de la maladie et que cette activité très inflammatoire, moi je dis toujours, quand on a un sujet jeune qui fait un diabète, qu'on découvre lors d'une hyperglycémie, de découverte fortuite, ou quand on le découvre avec un coma hyperosmolaire, il faut aller traiter ce patient et ne pas perdre du temps parce que les complications peuvent être dramatiques. Alors, il est clair qu'il y a beaucoup de thérapeutiques. Moi, j'ai utilisé l'induction pendant un temps, et je pense que tu as commencé avant moi ça, c'est le cyclophosphamide. Malheureusement, toutes les études actuellement ont revu, à la limite pour ne pas dire jeté. Il y a eu une seule étude qui a gardé le cyclophosphamide, c'est la fameuse étude française dans les formes progressives. Mais ceci dit, même la mitoxone 30, je vous fais une confidence, il y a un nouvel équivalent qui est actuellement en cours d'essai en Europe et aux États-Unis, c'est la Pixantron, puisqu'on a eu un peu peur par rapport à ce risque d'aménorrhée chez les femmes, puisque c'est une pathologie parce que j'ai jeûné de la femme, et avec la Pixantron, tellement les gens sont convaincus de l'efficacité, parce qu'il est clair que non seulement la mitoxantron agit, elle a une AMM pour les formes actives, donc en induction, mais elle a prouvé une efficacité supérieure à tous les autres traitements en matière de progression secondaire, puisqu'elle a l'AMM dans les formes progressives secondaires, avec prise de gadolinium à l'IM. Donc pour la letrozumab, moi je ne suis pas venu faire ici la publicité des produits, mais j'ai juste envie de vous dire que la letrozumab, qui est un anti-CD52, agit très bien sur l'immunité adaptative et innée en provoquant cette dépression, et vous l'avez très bien vu dans l'étude Anatorio, où on a non seulement une amélioration du handicap, de la suspension de handicap sur 6 mois, voire 12 mois, donc ça agit notamment sur les formes progressives primaires et secondaires où il y a de l'inflammation. On commence à revenir pour l'utiliser dans le cadre des formes poussées-rémission de façon à le mettre en première intention. C'est des suggestions de l'équipe américaine.
Donc il y a encore un autre médicament, c'est le même principe que l'ademtizumab, c'est la cladribine qui a un très bon médicament qui a été utilisé dans le cadre du cancer du sein. En fait, le principe est le même. Créer cette dépression de lymphocyte B et qui a un effet mémoire au long cours, c'est-à-dire avec un pic la première année puis la deuxième année, sans pour autant avoir recours à d'autres thérapeutiques, le patient il va être free. C'est ce qu'on appelle induire une rémission au long cours. C'est ça le mot-clé de l'induction. Éviter de se piquer tous les jours ou de prendre des comprimés qui peuvent avoir parfois des effets secondaires très gênants. Donc l'objectif de l'induction dans ses formes actives avec les critères que j'ai cités tout à l'heure, c'est d'arriver à mettre ce patient libre de toute activité et en rémission et à la limite espérer l'arrivée d'une de-escalation après s'il y a un traitement au long cours. Alors, il est clair que actuellement, dans ces formes qui ne répondent pas, donc la fameuse greffe de moelle ou de cellules autologues est un argument très très important parce que c'est l'un des médicaments ou l'une des approches thérapeutiques qui a montré probablement les meilleurs résultats sur le plan de l'efficacité des cellules actives, puisque vous avez pratiquement une récupération à la limite intégrante de la sémiologie et de l'imagerie radiologique, et ça agit probablement sur la progression secondaire. Le seul souci également, c'est qu'on n'a pas assez de recul, c'est que c'est excessivement cher. C'est juste pour vous dire que les gens sont vers cette théorie de traiter fort et vite et bien quand on a une forme active avec la définition suscitée. Très bien. J'ai de la peine de voir avoir autant soif. Tu me ramènes un verre. Oui. Tu me ramènes un verre avec toi. L'escalade, c'est commencer par un traitement sûr. C'est pour éviter à certains patients les risques d'un traitement d'induction, parce qu'au final, je pense qu'il y a plusieurs causes à la différence. Et permets-moi de faire un peu d'humour. Une des raisons de la différence, c'est que entre l'indépendance de l'Algérie et de la Tunisie, il y a eu quelques différences. Les Tunisiens sont les spécialistes de l'escalade. Et donc je voulais juste dire qu'on pouvait ne pas aller direct au truc push et aller à une attitude qui est basée sur une approche clinique du traitement. Si le malade est mis sur un traitement quand même, je pense que je ne vois plus les dias qu'on avait fait sur le groupe de départ, j'espère le retrouver, une partie des malades ne s'aggravera pas. C'est des gens chez qui vous aurez mis un traitement d'induction, alors que leur histoire naturelle sous traitement de première ligne sera pendant 20 ans à 30 ans un DSS à 0 points. Et c'est ce que vous avez dans l'étude Champions. C'est des malades qui ont été suivis pendant des années. Et peu de patients ont dépassé le DSS 4 au bout de 10 ans de suivi. Et 91% des patients avaient un score DSS inférieur à 4. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que sur les patients qui ont pris le traitement et qui ont suivi, nous n'avons même pas eu besoin d'escalade. La première ligne a été suffisante. Ce que l'induction n'aurait jamais pu permettre de comprendre, ou alors on se serait dit le malade a été stabilisé ou n'a plus eu d'aggravation à cause de l'induction elle-même. Donc, je pense que l'induction, c'est aussi ne pas tenir compte de l'histoire naturelle de la maladie et de scotomiser cette évolution d'approche crescendo du traitement en allant de la première ligne à une deuxième ligne éventuellement, et puis quand c'est nécessaire, on discutera avec l'induction. Mais sur le plan local et régional, j'ai discuté avec toi et tu ne semblais pas très contre ça il y a 2 ans quand on a vu ça, c'est les algorithmes thérapeutiques qui ont été créés dans la région. C'est de dire, dans les formes non agressives, nous avons suffisamment de médicaments. Dans les formes agressives, vous avez aussi des médicaments pour lesquels vous pouvez faire l'escalade. Et puis, nous avons une escalade d'une deuxième ligne. Et nous avons, comme je l'ai dit, une escalade possible d'une troisième ligne. C'est-à-dire que nous avons, quand on regarde notre contexte, la possibilité de mettre le malade sous interférent. Si pas de réponse, il peut être mis, je parle par exemple de l'exemple tunisien, sous fingolimod ou natalizumab. C'est quand il y a ce type d'échec que, à ce moment-là, on pourrait rentrer dans des médicaments.
il y a l'aspect safety, qui est très important, mais il y a un aspect qui est en train de nous gouverner aujourd'hui, c'est aussi l'aspect pharmaco-économique. Venir dire, nous allons faire des traitements d'induction aujourd'hui, alors que pour avoir la première ligne, il commence déjà à y avoir des discussions, moi je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être discuté. Par rapport à ça. Oui, vas-y. Alors le mot que tu as cité, la phrase magique. Ce patient-là qui a une forme très active. Tu vas mettre traitement de première intention, traitement de deuxième intention, troisième intention. Là, tu viens de confirmer que, tu perds du temps, 2, tu cumules les effets secondaires. C'est-à-dire, non seulement, au lieu de mettre un malade sur un effet secondaire des médicaments, tu vas le mettre sous effet secondaire cumulatif de 3 médicaments. Et encore mieux, sur le plan pharmaco-économique, parce que c'est ça l'intérêt aussi, sur le plan pharmaco-économique, tu gagnes à utiliser une thérapie d'induction que d'utiliser 3 thérapies en général. Tout à fait. Qu'est-ce que l'induction? L'induction, c'est un saut dans le vide. Vous allez donner à quelqu'un un médicament, vous allez dépléter toutes ces cellules. Je vais dire juste une petite anecdote. Ça me rappelle, il y avait une bataille où on était venu à dire au roi, on ne sait pas qui est catholique, qui n'est pas. C'était une bataille en France. Il a dit, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Nous, on va dépléter toutes les cellules lymphocytaires, et puis après, ce qui va venir, va venir. Quand je t'entends dire ça, je pense que l'induction est un produit magique. Tu prends l'induction, ça lave plus blanc, 2 en 1, c'est bon, il n'y a plus rien après. C'est pas vrai. Quand on prend les effets indésirables de la méthoxantrone, c'est quand même un médicament qui a des effets indésirables extraordinairement puissants. Tu ne peux pas le donner plus d'une certaine dose cumulative, tu dois surveiller tous les organes du corps. Et puis après, tout ce qui est fécondité après est remis en cause. Il y a un risque d'insuffisance cardiaque congestive. Oui, c'est vrai que ce risque d'insuffisance cardiaque congestive est moins de 1%. Mais je suis désolé, s'il y a un malade de sclérose en plaques, on va leur dire, écoute, tu as une maladie avec laquelle tu peux vivre 20 ans à 30 ans, tu vas arriver à l'EDSS à 2 ou 3, je vais te donner quelque chose. Il y a 1% de risque que tu fasses une insuffisance cardiaque congestive mortelle, il y a 2% de risque que tu fasses une aplasie médulaire, il y a 3% de risque que tu fasses une infection. On arrive à un cumul, non pas par un seul médicament, un cumul de risques qui est extrêmement supérieur au risque réel induit par la maladie. L'alentezumab, parlons-en de l'alentezumab. Ce n'est pas un produit qui est sûr à 100%. Il y a des malades qui ont été mis sous l'alentezumab, et tu connais ça aussi bien que moi, sinon mieux, et qui n'ont pas répondu. On aurait dit, ces gens, quand on a fait l'escalade, on a perdu du temps, mais avec l'alentezumab, il y a des gens que tu mets sous traitement, et ils peuvent avoir un phénomène d'échappement. Quel est le message global que je dis? C'est que c'est vrai que les nouveaux médicaments, ils sont plus chers, donc ils sont mieux. Et ces médicaments-là, ils sont plus efficaces et c'est une induction. Mais je répète, c'est un saut dans le vide et on ne sait pas ce que sera le malade dans 10 ans, dans 15 ans. Et quelle sera sa réponse potentielle. Les gens ont dit, et c'est une grande discussion à laquelle je pense qu'il faut assister, dans lesquelles on disait, oui, mais on sait que ces produits comme le rituximab, etc., ont été utilisés dans d'autres maladies. Mais le système immunitaire de la sclérose en plaques, on le sait, est différent. Il y a des différences fondamentales. On ne sait pas comment il va réagir sur le long terme par rapport à ces produits-là. Tandis que pour les produits utilisés actuellement pour l'escalade, on sait exactement à quoi nous en tenir. Madame, je vous propose à partir de ce moment-là de voir ce qu'il en pense. Après, je te laisse. Je vais juste remontrer la slide que tu as présentée. Moi, je suis très cinéphile. Donc, cette slide, on peut la lire de 2 façons. C'est comme le malade qui a 2 poussées l'année et qui a pris l'interféron, ou bien qui n'a pas pris, qui a plein de lésions gadolinium et qui a fait un EDSS à 4. Faut-il le traiter ou pas sous induction ou le laisser avec de l'interféron et attendre? En fait, ici, le schéma, malheureusement, il faut le dire, on travaille sur la sclérose en plaques et j'ai mis le précipice parce que malheureusement, l'évolution de la sclérose en plaques, au bout de 15 ans, toutes les études, tu as parlé de Champions, arrivent justement à avoir une DSS à un moment, on ne peut rien faire pour ces malades. Et si on temporise encore ici, chez ces malades qui ont des lésions très actives, avec des symptomatologies très sévères, attendre l'escalade, c'est là où le patient va tomber dans le précipice. Merci. Merci.
la controverse dans 15 ans. Et tu mettras une diapositive disant voilà les effets indésirables de l'induction. Et on ne s'est pas rendu compte qu'en donnant ce médicament, 15 ans après, les malades allaient développer une je ne sais pas quoi. Donc je préfère, je vous demande l'énergie de faire le vote avant qu'on passe au cas clinique qui va vous surprendre. Allez-y. Bien. Après cette discussion, on va... À droite. César est fier de vous représenter une reconstitution de l'histoire d'une ultime bataille de gladiateurs. Et, dans son auguste bienfaisance, César a daigné toujours pour gratifier le peuple de Rome d'un dernier combat historique. De retour de retraite, après plusieurs années de retraite bien méritée, votre empereur est heureux de vous présenter le dernier gladiateur resté en vie depuis les dernières controverses. Le légendaire Manimus Dabcus. Des guerriers de Sousse et issu du centre de formation du professeur Benramon Benanus. César est heureux de vous offrir Anicius Sinus. Donc merci à tout le monde d'avoir accepté ce jeu. On va passer aux choses scientifiques et donc on va commencer notre combat. On va commencer notre combat et donc la deuxième controverse est intitulée Peut-on arrêter le traitement de sang? Présentus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Pour
Et le rouge, non. Merci de voter. On commence par les rouges. Non. Qui dit non? On n'arrête pas le traitement de fond. On n'arrête pas le traitement de fond. Qui dit oui, on peut arrêter le traitement de force. Il y avait plus de rouge au départ. Il y avait plus de rouge au départ. Donc on passe au gladiateur. Fondamentalement progressif, et non pas en général. Et c'est l'occasion, vu que les rouges sont majoritaires, de changer vos avis concernant l'arrêt du traitement de fond lors du passage de la forme secondairement progressive. Permettez-moi de commencer par deux citations que je pense qui sont adaptées à notre situation d'aujourd'hui. La première citation, c'est que dit que le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. Une deuxième citation, bien mener sa barre, c'est savoir faire des pauses et sentir lorsqu'il faut s'arrêter. Et en entrant dans le vif du sujet, je vais commencer par une petite interrogation que j'ai relevée à partir d'un article scientifique. Comment proposer un interférent utile dans les formes secondairement progressives si celle-ci est apparue sous cet interférent? Je pense que vous êtes d'accord avec moi que le fait de passer à la forme secondairement progressive est un élément d'échec du traitement. La question est, est-ce que vous proposez un traitement qui a fait la preuve de son échec pour traiter la forme secondairement progressive? Ça, c'était pour initier, et je vais passer les arguments scientifiques qui plaident envers non seulement la possibilité d'arrêter le traitement, mais peut-être le fait qu'on est obligé d'arrêter le traitement de fond dans les formes secondairement progressives. Alors, je commence par les bases physiopathologiques du coup de la sclérose en plaques. Pour les mécanismes d'action on va les comparer par rapport aux mécanismes d'action des immunomodulateurs. Vous savez très bien qu'au cours de la première phase, la phase des CIS ou bien la phase limitante récurrente, il y a les phénomènes inflammatoires qui sont au premier plan. Donc ce sont les mécanismes inflammatoires qui sont au premier plan, alors que cette flèche, elle désigne l'atrophie cérébrale, c'est-à-dire la perte neuronale, la neurodégénérescence. Donc au début, dans les formes limitantes, cette neurodégénérescence, elle est peu importante en comparant à l'activité inflammatoire, ce qui plaide en faveur de l'efficacité de ces traitements modulateurs. Alors qu'en passant à la forme secondairement progressive, certes, cette inflammation persiste, mais l'élément déterminant dans l'évolution de la sclérose en plaques, dans les formes secondairement progressives, n'est plus les accidents inflammatoires, les incidents inflammatoires, mais plutôt la neurodégénérescence, et on assiste à une chute rapide de volume cérébral, et donc un phénomène neurodégénératif d'une urgence très importante. Même cette inflammation, qui est au cours des formes secondairement progressives, elle est au début assez importante, mais au cours de l'évolution, cette inflammation tend à s'atténuer pour disparaître pratiquement totalement. Pour dire quoi? C'est-à-dire que dans les formes limitantes, le mécanisme inflammatoire est le mécanisme le plus important, le plus prépondérant, c'est lui qui détermine l'évolution de la maladie, alors que dans les formes secondairement progressives, ce n'est plus les accidents inflammatoires, c'est la neurodégénérescence, la dégénérescence axonale. Si on met l'accent sur les mécanismes d'action des immunomodulateurs, les principales actions de ces immunomodulateurs, inhiber les cellules T activées, bloquer la circulation des cellules immunitaires, promouvoir la déplétion lymphocytaire, modifier les fonctions des cellules immunitaires, bloquer la réplication cellulaire. Tous ces mécanismes, toutes ces actions, ils visent la composante inflammatoire et non pas cette composante neurogénérative. Ce qui fait que, logiquement, ce traitement ne serait plus efficace dans ce cadre-là. Ici, on voit la courbe classique de Leray et Hall qui a montré que la sclérose en plaques évolue en deux temps. Entre 2016 et 2003, cette évolution, elle dépend du mécanisme inflammatoire, de l'importance des mécanismes inflammatoires, des inflammations focales.
alors qu'à partir de DCSA3, l'évolution, elle est indépendante de ces mécanismes inflammatoires. Et donc, si on va prescrire un traitement qui va viser cette composante, on ne sera pas efficace. Maintenant, on va voir les essais cliniques qui ont été donc effectués pour tester l'efficacité des traitements modifiant modification immunitaire de la sclérose en plaques. Donc, les études qui ont été réalisées, il y a celles qui ont été avec l'interféron bêta-1 en simultané n'ont pas montré d'efficacité dans deux séries qui ont été réalisées. Le natalizumab également n'a pas d'efficacité prouvée dans les formes secondairement progressives. Il y a une étude européenne qui a montré une certaine efficacité ou un effet bénéfique sur la progression de l'handicap à 3 mois pour l'interféron bêta 1B en sous-cutané, mais une deuxième étude américaine qui a qui a utilisé le même paramètre d'évaluation, mais à 6 mois, c'est-à-dire c'est la confirmation de la progression à 6 mois d'évolution, n'a pas montré d'un effet bénéfique de ces traitements. Pour l'interféron également, bêta-1 intramusculaire, il y a une étude qui a prouvé une certaine efficacité, mais si on va voir ces études qui ont conclu à un effet bénéfique de ces interférons, pour les interférons bêta-1B en sous-cutané, comme on a vu, il y a une étude américaine avec un nombre plus important et qui a étudié l'effet à 6 mois, n'a pas trouvé d'effet, donc l'effet se perd très rapidement, et c'est logique, puisqu'on a dit que ce mécanisme inflammatoire il va s'atténuer progressivement, et donc l'effet de ces immunomodulateur, de ces interférons va disparaître progressivement. Pour l'interféron bêta-1A en intramusculaire, le paramètre d'évaluation est le MSFC, et cette étude n'a pas montré d'effet bénéfique sur l'évolution de handicap mesurée par le DSS. Mais si on veut être encore plus scientifique, on peut voir les leviers systématiques et l'ensemble des études qui ont étudié l'effet des interférons. C'est une levée systématique qui a inclus 5 essais contrôlés randomisés, des patients 1829 sous interféron bêta et dans 1293 étaient sous placebo. Ils ont montré une réduction du nombre d'hypocées. Et c'est encore logique le fait de cette composante inflammatoire qui persiste, mais ce n'est pas le facteur déterminant de l'évolution de la sclérose en plaques dans sa forme secondairement progressive, et ils m'ont montré qu'il n'y a pas ni prévention, ni ralentissement de la progression. Cette étude cohorte internationale a inclus un certain nombre de patients, 1378 patients, à partir d'une base de données de CEP. Et à partir de cette base de données, la conclusion est qu'il n'y a pas d'effet bénéfique sur la progression de handicap à court terme qui a été mesurée à 6 mois. Ici, on voit les patients qui ont déjà la situation concrète ou la situation réelle, c'est-à-dire les patients qui ont déjà arrêté un traitement de fond, des interférents, et on va voir l'évolution après l'arrêt de l'interférent. Donc, cette étude a inclus 106 patients qui ont une forme secondaire progressive qui évolue depuis au moins 2 ans, au moins 6 mois de traitement, 1 an de suivi. Ils ont montré qu'il n'y a pas d'augmentation de taux annualisé de poussée à 1 an et à 3 ans après l'arrêt du traitement par rapport à la période où le patient était sous traitement. Ils ont montré que 30% ont eu du signe d'activité radiologique, et encore une fois, ce n'est pas le paramètre qu'on cherche à équilibrer, qu'on cherche à améliorer chez ces patients, c'est plutôt le concret, la qualité de vie des patients, l'handicap physique. Et l'étude a essayé de rechercher l'avis de certains des experts. Donc, ils ont envoyé des questionnaires électroniques à 26 neurologues experts en sclérose en plaques, membres de comités de recherche sur la sclérose en plaques. Et parmi ces 26 experts, 15 ils affirment qu'il faut faire un effort pour arrêter le traitement de fond. 11, ils n'insistent pas si le patient refuse, bien sûr, la prédiscussion du patient, donc déjà, ils proposent un arrêt de traitement. 2, uniquement, n'arrêtent jamais le traitement de fond pour les patients dans une forme secondaire progressive. Donc la tendance, même chez les experts, c'est d'arrêter le traitement de fond dans les formes secondaires progressives, essentiellement dans les formes non actives. Et si on voit les effets secondaires des traitements, ce sont des effets indésirables qui sont assez nombreux, dans certains sont des effets secondaires sérieuses et sévères. Les symptômes pseudo-grippales, les troubles du cycle menstruel, les réactions inflammatoires suite d'injection, la dépression, l'hépatopathie, l'aggravation de la spasticité pour les interférents, pour les désabris, le risque de lymphe, vous savez très bien que avec l'évolution, avec le nombre d'années de traitement, le risque augmente de façon
significative. Les risques de lymphome, du système nerveux central qui ont été rapportés dans certains séries, pour les fabulements, les bradycardies, les infections opportunistes, les œdèmes maculaires qui sont des effets secondaires qui sont assez sérieux, assez sévères, qui peuvent, je pense que si un patient qui garde un traitement pour la forme secondaire non progressive et qui fait un effet secondaire, il a le droit de porter plainte contre vous, puisque c'est un traitement dont l'efficacité n'est pas établie, n'est pas démontrée, et que vous exposez vos patients à des effets secondaires parfois sévères. Ils peuvent même porter plainte contre vous. Et enfin, j'ai laissé en dernier lieu le coût, donc c'est un élément important. Oui, ce n'est pas le premier à considérer, mais c'est un élément important à considérer également. À titre indicatif, l'interférent peut coûter pour un patient pour une année environ de 20 millions, pour le natalizumab et de l'ordre de 60 millions. Je pense que cette somme, ces argents, il vaut mieux les utiliser pour les consacrer pour des patients qui sont vraiment nécessiteux et non pas pour des patients qui, dont l'effet n'est pas démontré. Donc, si on va résumer, il y a un rapport efficacité, coût, tolérance, qui est un rapport médiocre, qui est un rapport qui est en faveur de l'arrêt de traitement de fond chez les patients présentant une forme secondaire non progressive. Et enfin, je termine par les guidelines, les guidelines de 2017. Oui, il considère le traitement, il considère le contenu du traitement chez les patients qui présentent une forme secondaire non progressive, mais en insistant sur le fait que l'efficacité est douteuse, il faut tenir compte de la tolérance, il faut tenir compte des effets secondaires, il faut discuter la patiente, et c'est un consensus qui est faible entre les experts pour dire que vraiment il y a tendance, il y a hygiène pour arrêter le traitement, mais peut-être il n'y a pas d'éléments forts pour garder le traitement de fond chez les patients présentant des formes secondaires non progressives. Donc en conclusion, les mécanismes physiopathologiques sont différents dans les formes secondaires non progressives de celles de formes rémittantes, même si ces mécanismes inflammatoires persistent lors de la forme secondaire non progressive. Il n'y a pas d'effet bénéfique prouvé par les essais cliniques ou par les vues systématiques. Et un rapport efficacité, coût, tolérance qui est médiocre. Je pense que j'arrive à convaincre un nombre assez important parce qu'il me semble que c'est évident que l'arrêt de traitement, non seulement on peut le faire, mais on doit le faire, c'est important de le faire, pour éviter les effets secondaires, pour éviter les dépenses injustifiées et pour autant assurer peut-être ou faire de ce pouvoir vers les patients qui le nécessitent. Je vous remercie. Merci. Qui m'a malheureusement pas du tout convaincu. Moi, j'insiste, non, il ne faut pas arrêter le traitement de fond dans la forme secondairement progressive de la sclérose en plaques, et je vais vous dire pourquoi. Dans l'exposé d'Anicius, il a exposé plusieurs arguments. Donc, il a dit qu'il s'agit bien d'une phase secondairement progressive. Donc, on parle, c'est différent de la phase rémitante. Elle est différente par le fait qu'il y a peu de poussée, qu'il y a peu d'inflammation. Il s'est basé sur l'évidence-based médecine, donc bravo pour votre apparente rigueur, Anicius. Et il a terminé par parler de contraintes budgétaires. Vous connaissez tous les différentes formes cliniques de la sclérose en plaques. Et donc en particulier la sclérose en plaques secondairement progressive qui succède à la forme récurrente rémitante pour la très grande majorité des patients au bout de quelques années, une quinzaine d'années en moyenne, et elle se caractérise par une progression continue de l'handicap avec ou sans poussée. Cette progression, comment on va la palper, comment on va la chiffrer? On utilise l'échelle EDSS. Donc, la présence, on connaît très bien cette échelle, on l'utilise quotidiennement et on sait tous
mois, il est évalué par un autre et qu'il lui attribue, sans qu'il fasse une poussée entre-temps, un chiffre plus élevé de DSS, il est étiqueté CEP secondairement progressif, alors que ce n'est pas toujours, malheureusement, le cas. En plus, ce score, surtout au-delà du chiffre 5,5, il varie surtout en fonction de l'ambulation, et tout le monde sait que lorsqu'on est plus fatigué, sans qu'il y ait des poussées, sans qu'il y ait une progression de l'handicap, on ne peut plus, donc on marche moins, et lorsqu'on est déprimé, parfois on ne peut même pas se décoller de son fauteuil roulant, alors que sur le plan force musculaire et capacité neurologique, ce n'est pas justifié. Allez, donc cette notion de progression, il est établi que c'est un problème donc, clinique, vu qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur un biomarqueur qui délimite la limite entre une CEP rémitante et une CEP secondairement progressive. D'autant plus qu'on n'a pas une sclérose en plaques, nos patients ne sont pas les mêmes, l'évolution n'est jamais la même, et ce passage, il est parfois très difficile à identifier de façon précise. Donc là, je mets vraiment 2 points d'interrogation. Déjà, sur la notion sur laquelle on va juger l'arrêt ou la poursuite de ce traitement. Vous dites, de toutes les façons, les poussées vont se rarifier. Oui, effectivement, donc au cours de l'évolution de la sclérose en plaques, au début, on a beaucoup de poussées. Ensuite, dans la phase secondairement progressive, si on est bien sûr de son examen, bien sûr donc, de l'évolution de notre patient, les poussées vont s'espacer et petit à petit, on a très peu de poussées, voire même plus de poussées. Et on a une progression uniquement sans événement clinique aigu. Sauf que, si on voit de plus près, on voit que les poussées, en fin de compte, ils n'ont jamais cessé. La sclérose en plaques, c'est une évolution en poussée, certainement avec un fond dégénératif, donc continu, mais les poussées à la phase secondairement progressive, à des EDSS assez hauts, vont s'estomper dans le déficit neurologique que présentent les patients. Donc en fait, ils continuent à faire des poussées, mais nous, neurologues, nous sommes incapables de les détecter. Donc là, on verra que la partie émergente de l'iceberg et les patients peuvent faire beaucoup de poussées sans que ça soit chiffré. En plus, grâce au traitement immunomodulateur, vu donc l'amélioration de l'arsenal thérapeutique actuellement, le cours évolutif de la maladie il a changé. Donc, on entame la phase secondairement progressive à des EDSS plus bas. Donc, actuellement, nos patients nouvellement diagnostiqués, certainement, ont plus de poussées lors de leur phase secondairement progressive. Donc, on ne peut pas superposer la littérature ancienne au cas des patients qu'on va traiter aujourd'hui. Donc là, peu de poussées, vraiment, je ne suis pas d'accord. Bon, de toute façon, vous dites, quel qu'il soit, poussé ou non poussé, il y a de toutes les façons très peu d'inflammation. Donc, et puisque nos traitements visent à réduire l'inflammation, donc, c'est pas la peine de mettre ces traitements très chers. Oui, là, c'est une diapo qui est classique, qui est familière. Donc, on a vu dans plusieurs présentations, plusieurs congrès, et on connaît tous, on a tous étudié. Donc, lorsqu'on nous a appris la sclérose en plaques, on nous a dit que ça commence avec une inflammation majeure. Cette inflammation va diminuer au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Et pour la neurodégénérescence, ça va au début
on n'a pas beaucoup de neurodégénérescence, mais au cours de l'évolution, ça va prendre vraiment le gros poids. Sauf que quand on voit déjà, si on admet déjà ce concept, on voit que tout au long de l'évolution, il y a toujours une part d'inflammation. Que ce soit une inflammation qui est très importante ou une inflammation moins importante, il y a toujours de l'inflammation jusqu'à la fin. Ce qui fait l'inflammation est liée. Et on est en droit de traiter cette inflammation. J'ai bien insisté que c'était une plaque classique, ancienne, puisque la science évolue et la physiopathologie de la sclérose en plaques évolue de plus en plus. Et actuellement, on incrimine beaucoup le CXCL13, qui est c'est une chimokine ectopique de l'organe lymphoïde dans la sclérose en plaques rémitante. C'est une protéine pro-inflammatoire qui participe dans l'activation du macrophage pour qu'il puisse, donc elle va l'activer pour qu'il attaque la myéline et donc ensuite l'axone. Dans les études qui ont utilisé le natalizumab, on a vu que le taux de cette chimokine se normalise dans le liquide céphalorachidien sous ce traitement. Et la surprise, on a vu que cette protéine inflammatoire, pro-inflammatoire, est plus élevée dans la scène secondaire non progressive. L'inflammation, elle est plus importante dans la forme rémitante. Je pense qu'en 2018, il faut réviser ses cours. Donc là, peu d'inflammation, c'est pas sûr. Anissus a fait une belle revue de la littérature, donc je te félicite. Sauf qu'il te manque vraiment de la rigueur, puisqu'il n'a pas bien tout dit. Il a choisi vraiment ce qui lui convient. Depuis 1999, on parle de l'efficacité de l'interféron dans la sclérose en plaques secondairement progressive. Ça diminue les poussées, ça diminue la progression, ça diminue les lésions radiologiques. Certes, pas comme dans les formes rémitantes, mais c'est statistiquement significatif. En 2001, Barkov a étudié les lésions en T1 qui sont connues comme, donc on considérait que c'était des marqueurs de la phase secondairement progressive. Donc les black holes, c'est des trous dans le cerveau, c'est irrécupérable. Et il a trouvé que chez les patients sous interférents, on a une diminution, on a moins de lésions T1 et dans le volume, il est également moins important. Donc cette même étude montre que le DSS, il est fonction du nombre de ces lésions, donc ce qui fait que l'interféron a déjà une action dans la forme secondairement progressive. Il n'y a pas que l'interféron, donc j'ai apporté des études un peu anciennes, mais après donc, il y avait des études à propos de méthoxantran, de la cladribine, et actuellement avec l'avènement des traitements de seconde ligne, donc le natalizumab s'avère efficace dans la réduction de l'handicap des patients dans la phase secondairement progressive. Donc on le parle chez nos patients. Donc les patients diminuent, on ne stoppe plus la maladie, les patients récupèrent quelque part une activité neurologique. Et dans cette étude, on a utilisé la durée de faire 25 pas, qui est encore plus sensible que le DSS, car je rappelle, le DSS, malheureusement, dans les scores un peu hauts, il est peu fiable. Donc j'ai dit que c'est efficace, mais bon, peut-être si on arrête, l'efficacité dure. Là, c'est une étude qui a pris des patients qui étaient libres d'activité,
votre littérature est à réviser. Bon, les contraintes budgétaires. Nous sommes dans un pays quand même assez pauvre, on a des contraintes effectivement budgétaires, mais en fin de compte, cette décision, là dans cet article, c'est marqué que c'est une décision à partager. Effectivement, donc nous dans le service, je ne peux pas arrêter un traitement dans ma consultation, j'ai besoin du staff pour pouvoir arrêter le traitement. Et cet arrêt, il dépend de l'efficacité clinique, de l'efficacité radiologique, mais le plus difficile, c'est informer le patient qu'on va arrêter le traitement. Dans notre staff, parfois c'est facile de prendre la décision, mais après, quand on se dit qui va annoncer au patient qu'on va le délaisser, eh bien, personne ne se porte volontaire. Donc là, c'est vrai, contrainte budgétaire, mais je vais exposer quand même un problème éthique. Donc, à travers une l'observation de lit, je ne l'invente pas ici. Donc, tous les neurologues qui sont passés par le service de neurologie de Sfax la connaissent, la CNAM, les gens ici donc, présents de la CNAM la connaissent également. Rim, elle a été suivie pour une sclérose en plaques rémitante depuis l'âge de 20 ans. Elle a été mise sous interférent alors qu'elle était étudiante. Stabilité initiale, ensuite elle a échappé, elle a fait des poussées. Donc, elle était au chômage. Heureusement que la CNAM a accepté de lui fournir quand même le traitement sans qu'il y ait une couverture. On n'a pas pu arrêter son traitement. Ensuite, elle a eu un contrat, elle enseigne l'anglais, elle a eu un contrat dans une école privée. On a pu avoir la prise en charge et on a fait l'escalade, on l'a mis sous gilien. Donc ça s'est bien passé pendant une année. Et puis, elle n'a pas refait de poussée, mais elle s'aggravait quand même. Elle a perdu son travail. Donc, on a pu continuer quand même le traitement un certain temps. Après, on s'est fatigué, donc, et on s'est dit, de toutes les façons, elle progresse, l'IRNA, il n'y a pas de lésion active, on va arrêter. Et donc, la décision du staff était d'arrêter le traitement, sauf que Rim a présenté une poussée très grave, elle a fait un syndrome cérébelleux, elle a fait des troubles sphinctériens, donc elle est devenue, elle pouvait même pas se tenir assise avec des tremblements très importants. Cette ADC, elle l'a gardé pendant donc 6 mois après la poussée, donc c'était des séquelles. Et sur le terrain, il y avait des lésions actives et elle a fait une tentative de suicide, heureusement, qu'elle a échappé et qu'elle n'a pas réussi. Donc en fin de compte, dans la relation soignant dans le cadre de la sclérose en plaques, il faut certes donc, résoudre des problèmes, mais prendre en considération également les aspects cognitifs. Si on ne peut pas gagner sur le plan moteur, on peut donc gagner sur le plan cognitif. Une maman, même si elle ne peut pas préparer le repas, si elle peut entendre et donc discuter avec ses enfants, c'est déjà quelque chose. Et bien sûr, il faut respecter l'aspect émotionnel chez des patients assez fragiles et fragilisés par la lourdeur de leur pathologie. D'autant plus qu'aujourd'hui, il est impossible de prédire l'évolution future de la sclérose en plaques, ce qui fait qu'il ne faut jamais baisser les bras et il faut continuer, malgré tout, le traitement de fond en cas de septe secondairement progressif. Je vous remercie. Cette bataille acharnée et sanglante, Romain voté. Qui est pour le rouge? Il y a plus de rouge que tout à l'heure. Qui est pour le rouge? Le rouge, c'est de ne pas arrêter. Valémus, voilà. Qui est pour le bleu? Ah, il y a moins de bleu. Romain. Les nodules inflammatoires au niveau des méninges qui sont actives tout le temps de la phase initiale jusqu'à la fin de la maladie. Et le traitement immunomodulateur, il a sa place
même si le DSS est élevé. Il y a un malade qui est paraplégique et qui a le DSS à 7, mais qui a une mobilité tout à fait normalement supérieure, qui ne tremble pas, qui continue à bouger ses bras, à manipuler sa chaise roulante, à manger tout seul. C'est difficile d'arrêter le traitement, on risque d'avoir un rebond et une activation du processus inflammatoire et ça va alourdir le handicap, ce qui fait que je suis contre l'arrêt du traitement. Il va mourir. Qui a perdu?